Nous sommes le 17 septembre et c'est un grand bonheur pour moi, pour toute l'équipe et moi, de vous retrouver dans le cadre de ce programme que vous aimez tant et nous aussi d'ailleurs, nous l'adorons. RTI 1 reçoit aujourd'hui la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nassénéba Touré a accepté de venir nous donner la situation de la femme, de la famille et de l'enfant en Côte d'Ivoire depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Y a-t-il eu des avancées notables? On le saura ce soir. Et les réponses, j'irai les chercher avec mon binôme du jour, Yacouba Sangaré, est journaliste au quotidien Le Patriote, où il est rédacteur en chef adjoint. Aussi, vous aurez droit au code QR et par téléphone, vous pourrez poser des questions à Madame le ministre. Bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir, Hamza Diaby. D'accord, on va tout de suite planter le décor avec cet élément que nous propose Davis Oyo, élément dans lequel notre reporter évoque les actions menées par le gouvernement pour assurer l'autonomisation et l'épanouissement de la femme en Côte d'Ivoire. Comment il faut déterminer les caractéristiques d'un bon entrepreneur? 3 fois par semaine, ce groupe de femmes de la ville de Soubré est instruit en alphabétisation et en éducation financière. C'est très bien. Ici, nous apprenons à lire et à écrire à travers les lettres, à travers l'ordinateur, à travers les tablettes. Aujourd'hui, nous voulons apprendre aux femmes l'impact que l'accueil peut leur apporter dans leur entreprise. 2 heures par séance pour manipuler tablettes et ordinateurs afin de bonifier leur chiffre d'affaires. Il y a un critère que les femmes doivent respecter. Elles doivent avoir déjà une activité génératrice de revenus, aussi petite soit-elle. Nous, notre rôle, c'est de leur apprendre à gérer leur micro-entreprise. L'on dénombre 23 maisons digitales sur l'ensemble du territoire. Une idée du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, appuyée par la Fondation Orange. Avant, là, moi, je vendais seulement et je ne calculais rien. Mais maintenant, grâce à la maison digitale, on arrive à faire une marge de ce que tu vas gagner. J'enlève déjà mes dépenses et puis je fais mon bénéfice. J'ai appris à faire une étude du marché. Ce que les gens ne vendent pas dans mon quartier, beaucoup, c'est ce que moi je fais. Ça a boosté mes activités. Avant, quand mes clients venaient déposer l'épargne, j'arrivais à écrire les chiffres pour pouvoir prendre les mesures, mais les noms, je ne pouvais pas mettre. Mais aujourd'hui, comme je sais lire et écrire, j'arrive à mettre nom des gens, combien ils m'ont donné comme avance, reste, tout ça là, j'arrive à écrire. Ça m'a apporté beaucoup. La première promotion de ce programme dans la ville de Soubré est constituée de 100 bénéficiaires répartis en 5 groupes de 20. Toutes sont désormais autonomes. Les activités génératrices de revenus, Diane Sikone. Analphabète, elle s'est tournée vers l'institution de formation et d'éducation féminine, IFEF, de la commune. Je n'avais eu la chance d'aller à l'école. Quand on est venu à Soubré ici, j'ai vu les coins IFEF. On apprend à lire et à écrire là-bas pendant 2 ans. Maintenant, pendant 2 ans, si tu finis, tu choisis ce que tu vas faire là-bas. Comme métier, on fait pâtisserie et puis couture. Mais moi, j'ai choisi couture. Résiliente, ses efforts ont été récompensés après 5 ans de formation en alphabétisation et en couture. Cette mère de 2 enfants a même terminé numéro 1 national des IFEF 2022 en couture. Et depuis le début de l'année, grâce au kit reçu du ministère, elle a ouvert son atelier. On commence à me connaître à Soubré ici. Je vais devenir une grande couturière à la fin. Déjà, ce que je fais, j'arrive à payer mon atelier. J'arrive à mettre mes enfants à l'école. Direction Abidjan, commune à Bobo Avocatier. Ici, une trentaine de femmes s'adonnent à la production d'attiéké, mais prisées des populations ivoiriennes. Les productrices d'attiéké constituées en coopérative ont une parfaite maîtrise du circuit de fabrication. Nous avons 2 hectares de champs de manioc dans la commune d'Azaguié. Et là-bas, nous avons des broyeuses. Et c'est dans cette broyeuse que nous transformons en pâte. Et nous les convergeons à Bobo dans notre usine de fabrication. Elles doivent ce mérite au projet de gestion novatrice du Fonds national Femmes et Développement, logé au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ce fonds nous a permis d'être autonomes, aider nos maris, aider nos enfants, mettre nos enfants à l'école.
La question de l'autonomisation de l'épanouissement de la femme est au cœur de la politique de gestion du gouvernement ivoirien depuis 2011. En témoigne le fonds FAFSI, l'adoption de plusieurs textes et lois permettant de mieux porter la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara. Dans la même dynamique, cette édition des Assises nationales des femmes du Côte d'Ivoire, organisée en l'espace de 6 mois en cette année 2024. Objectif, recueillir le besoin des femmes dans les 14 districts du pays. Le résultat des travaux va être compilé dans un livre blanc dénommé Femmes 2030 et remis au président de la République. Merci beaucoup, Davis Oyo, notre reporter. Bonsoir, Sangaré. Bonsoir, Mzadia. Madame le ministre, après un tel élément, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous nous dites? Ce qu'il faut retenir, M. Hamza, c'est que la vie des femmes a considérablement changé en Côte d'Ivoire ces 13 dernières années. Et il faut le dire, ce n'est pas un hasard. Je voudrais dire que sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, les femmes de Côte d'Ivoire se sentent écoutées. Elles se sentent armées pour affronter la vie. Elles se sentent armées, mieux armées pour protéger leur famille. Et ce qu'il y a de plus important à retenir, elles se sentent libres. Quand vous donnez l'opportunité à des femmes d'accéder au crédit pour des activités génératrices de revenus, quand vous instaurez l'école obligatoire de 0 à 16 ans et qu'en 13 années, on a triplé le nombre de petites filles à l'école primaire, vous préparez un avenir radieux pour les femmes, vous donnez la chance à ces petites filles de choisir leur destin. Quand aujourd'hui, toutes les femmes du territoire, sur le territoire ivoirien, ont accès à un centre de santé, ce sont 300 centres de santé en 13 ans. Aujourd'hui, elles ont accès à une meilleure santé. La santé est gratuite de 0 à 5 ans. L'accouchement est gratuit et la dernière née des produits en matière de santé, c'est la couverture maladie universelle. Imaginez-vous que ces 14 millions d'Ivoiriens qui ont accès à la CMU, c'est pratiquement la moitié de la population ivoirienne. Et quand vous aidez, vous donnez l'opportunité à une femme d'apprendre, de s'éduquer, si elle n'est pas allée à l'école ou pour des raisons diverses de vulnérabilité, elle a quitté le cursus normal, d'aller à travers ces institutions d'éducation et de formation féminine et d'apprendre et de sortir, comme vous avez pu le voir dans l'élément, et de devenir autonome. Quand vous faites ça pour les femmes, ce sont leurs familles qui en profitent, c'est leur communauté qui en profite et par ricochet toute la nation. Et la Côte d'Ivoire, et cela, félicitations déjà, la Côte d'Ivoire occupe le premier rang en Afrique en matière de lutte contre la discrimination à l'égard des femmes et des filles, comme le stipule le rapport SIGI. Comment on en arrive à un si joli résultat? Alors, je voudrais remercier... Je voudrais premièrement me féliciter tout le gouvernement entier avec à sa tête le Premier ministre Begré Mambé-Robert. Et je voudrais remercier les organisations de la société civile. Je voudrais remercier les femmes de Côte d'Ivoire dans leur diversité parce que c'est leur engagement, c'est leur travail. Et je voudrais aussi féliciter les hommes parce qu'un des axes importants qui nous a permis d'obtenir cette position de championne d'Afrique en matière d'égalité, l'institution sociale de l'égalité femmes et hommes, le rapport SIGI, a eu lieu aussi, a été possible aussi par l'engagement des hommes. Une action que nous avons instaurée il y a quelques années de cela, il y a 2 ans, nous avons lancé une campagne sur la masculinité positive. Donc je voudrais dire merci aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes de nous avoir portés au flambeau de l'égalité des genres sur le continent. En gros, Madame le ministre, quelle est la condition des femmes en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Vous direz quoi? Ce que je peux vous dire, les femmes en Côte d'Ivoire se portent mieux. Aujourd'hui, les femmes ont accès au crédit. En 2011, c'était 4 500 000 femmes qui étaient en dessous du seuil de pauvreté. C'était 5 300 000 femmes qui étaient autonomes. Aujourd'hui, c'est 7 800 000, donc pratiquement doublé.
de femmes qui sont autonomes, et dont une hausse de 61% d'autonomie. Et aujourd'hui, les femmes sentent qu'elles participent au développement de leur pays, mais elles veulent faire plus, d'où l'initiation des Assises des femmes de Côte d'Ivoire pour les entendre. Aujourd'hui, les femmes sont contentes de voir leurs enfants, leurs petites filles aller à l'école. Elles sont contentes de porter leur voix et de prendre des décisions. Et l'une des plus innovantes, qui est une révolution dans l'histoire de notre jeune nation, c'est la représentativité des femmes sur les listes électives au niveau local. Les dernières élections de septembre 2023 l'ont montré. Aujourd'hui, dans les 201 communes, sur les listes des 201 communes et des 31 régions, vous avez au moins 31% de femmes. Vous avez au moins 30% de femmes. Et vous avez aussi, dans l'exécutif communal, c'est-à-dire la municipalité, où le président de région et ses vices, vous avez au moins une femme parce que, avec la volonté du président de l'État, nous avons appliqué la méthode de la liste zébrée. Un homme, deux femmes ou un homme, une femme. Et ça, c'est une révolution parce qu'à partir de là, les femmes vont s'impliquer dans le développement. À la base, au niveau du pouvoir décentralisé, elles vont porter leur voix et les choses vont s'améliorer. Et à part cette décision politique, aujourd'hui, les femmes ivoiriennes sont dans tous les secteurs. Elles sont dans tous les secteurs et la volonté politique y est. Vous pouvez le constater. C'est la première fois dans l'histoire de notre jeune nation que nous avons eu une femme présidente d'institution. Grande chancelière de Côte d'Ivoire, professeure Henriette Dagré-Diabaté. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle est présidée par une femme qui a précédemment présidé la Cour de cassation et la première femme ministre de l'Éducation nationale. C'est bien Madame la ministre, la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara. Nous avons eu des femmes ministres de l'enseignement primaire, mais ministres de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, les femmes ont de l'espoir et elles s'engagent, elles s'expriment. Monsieur Hamza, elles nous le disent, elles me parlent parce que nous sillonnons le pays. Elles nous disent leur ressenti. Les choses vont mieux, mais moi je peux vous dire que ça ne s'arrête pas là. Et vous faites quoi pour encore améliorer les choses? Déjà, on ne va pas s'auto-satisfaire de ce qui existe. D'accord, vous avez fait déjà beaucoup, mais comme il en reste encore à faire, qu'est-ce que vous faites de plus? La pauvreté est un des marqueurs très importants de notre action gouvernementale. Et le président tient à ce que la pauvreté soit boutée au maximum hors de notre pays. Et à cet effet, les femmes sont appuyées à travers des projets innovants. Tout à l'heure, vous avez vu l'exemple de la jeune fille avec le Fonds Femmes Développement. Nous avons le Fonds de la BACI pour les femmes au niveau de l'industrialisation et de la transformation. Mais l'un des plus innovants est le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Pouvez-vous imaginer qu'en 12 ans, ce sont 400 000 femmes qui sont sorties de la vulnérabilité et qui ont pu faire profiter leurs époux, leurs enfants. Et au total, c'est 2 500 000 d'Ivoiriens qui aujourd'hui ont été touchés, qui ont retrouvé leur dignité et qui vivent tranquillement et qui entreprennent. Ça, c'est inédit dans l'histoire de notre jeune nation. Et on ne pourra pas parler du FAFSI sans dire merci à la Première Dame. On ne sait plus quand s'arrêter quand il s'agit d'elle, parce que c'est la réalité. Aucune Première Dame n'a agi de la sorte dans l'histoire de notre jeune nation en ce qui concerne les femmes, en ce qui concerne les enfants, en ce qui concerne les familles. Parce que quand vous soutenez les femmes et les enfants, vous stabilisez les familles. Et en plus, en ce qui concerne la santé, à travers l'hôpital mère-enfant, je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Allez-y, Sangaré. Madame le ministre, concernant la représentativité dans les femmes dans les instances de décision, le constat est que le niveau est encore faible, hein, malgré la loi numéro 2019-870 du 14 octobre. Les statistiques le montrent. Hein. Par exemple, à l'Assemblée nationale, il n'y a que 12,60% de femmes. Au Sénat, 19,19%.
Pour les conseils régionaux, c'est 3,23% et pour les mairies, c'est 7,50%. Même au gouvernement, il n'y a que 21,87% des femmes. Les 30% ne sont pas atteints. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui coince, Madame le ministre? Est-ce que si le gouvernement, qui est l'instance suprême des décisions, n'arrive pas à respecter les dispositions de cette loi, est-ce que cette loi peut avoir écho auprès des populations? Alors, je voudrais tout d'abord rappeler les articles de la Constitution en leurs numéros 35, 36 et 37. Et je voudrais aussi rafraîchir les mémoires de nos compatriotes et indiquer que la femme, qui fait partie des populations vulnérables, est au cœur de la politique du président de la République. Et à cet effet, à travers les appuis et la représentativité, il y a aussi, à l'article 37 de la Constitution, la présence des femmes au sein des institutions de l'administration publique et privée. Et à cet effet, moi je pense que les femmes, il y a eu des avancées notables. Notre pays est jeune, elle a 64 ans, mais en 13 ans, nous sommes quand même passés de 5% à 7% au niveau des femmes élues. Et ça, je peux vous dire, mais ce qui s'est passé en 2023 est révolutionnaire. Mais la présence, il faut aussi capitaliser la présence des femmes dans les instances de décision et dans les institutions. Et au niveau des institutions, mais il n'y a aucun pays aujourd'hui dans notre région qui a autant de femmes à ces postes de responsabilité. Madame Chantal Nanaba Camara est présidente de la Cour constitutionnelle. Madame professeure Henriette Dagri-Diabaté est grande chancelière honoraire. Madame le ministre, ce que Sangaré essaie de dire, c'est qu'on a peut-être mieux que d'autres, mais ce n'est toujours pas suffisant. Il faut peut-être faire... Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est ce qui a été fait en 13 ans. Imaginez. Et les femmes le disent, elles ont confiance au président. Elles le disent parce que ces femmes auxquelles nous nous adressons, ce sont des femmes qui ont 50 ans, ce sont des femmes qui ont 60 ans, mais qui ont vu la Côte d'Ivoire d'hier et d'aujourd'hui et qui ont vu les progrès qui ont été réalisés en 13 ans et qui ont vu des postes auxquels les femmes ne pourraient jamais aspirer. Vous pouvez imaginer l'adage qui dit que la route précède le développement. Mais qui aurait pu imaginer que les fonds pour la réalisation des routes, des ponts et des bitumes de la Côte d'Ivoire allaient être confiés à une femme? Le fonds d'entretien routier est bien dirigé par une femme. Et là, moi, je pense que ce n'est pas la représentativité au gouvernement. Je pense qu'il faut faire une balance transversale et voir aujourd'hui que les femmes sont partout. Elles ont accès au corps d'élite, ça c'est très important, au corps d'élite de l'armée ivoirienne. Qui aurait pu penser que les femmes, les jeunes filles ivoiriennes allaient accéder à la gendarmerie? Et moi, je pense que la Côte d'Ivoire est bien partie. Et les assises nous le disent, les femmes nous le disent. Dites au président qu'on veut ça encore. Parce que ce qu'il a fait en peu de temps... Justement, elles le disent, on veut encore, on veut que ça aille beaucoup plus loin. Allez-y, Sangaré. Justement, les assises, vous avez lancé les assises des femmes de Côte d'Ivoire et vous avez déjà parcouru 7 districts sur les 14 que compte le pays. Quelles sont les préoccupations essentielles que les femmes vous remontent lors de vos échanges avec elles? La chose la plus marquante, c'est la confiance que les femmes ont au président de la République. C'est la confiance qu'elles ont au gouvernement de Côte d'Ivoire. Parce que ces assises-là nous ont permis d'impliquer toutes les entités féminines. Dans les districts, nous avons travaillé avec le ministère de l'Intérieur, le corps préfectoral, et on a vu tous les villages, tous les campements, tous les départements, toutes les communes, petites, nucléaires, moyennes, métropoles, présentes dans les chefs-lieux de région. Il y a eu des travaux, c'était pour 48 heures. Il y a des fois où nous sommes allés au-delà de 2 jours et les femmes se sont exprimées. Elles se sont exprimées, elles nous ont dit leurs besoins. Et leurs besoins, c'est de pouvoir mieux participer, plus participer au développement de leur pays. Et elles ont besoin de certaines choses aussi, de leurs préoccupations. Elles vous l'ont signifié quand même pendant ces assises. Vous savez, outre les remerciements qu'elles ont pu formuler. La vie des femmes en Côte d'Ivoire
est extraordinaire. Et les changements qui ont été opérés en 13 ans mais sont inédits. Parce qu'aujourd'hui, les femmes parlent. C'est cette liberté de parole déjà. Les femmes parlent aujourd'hui. Elles s'expriment. Elles nous disent, voilà les problèmes qu'on a, nous qui sommes dans le monde rural. Et là, je peux vous dire, je le vois, je le sens, je suis fille d'Odiéné, je le sens. Et la pénibilité du travail des femmes en zone rurale, elles veulent moderniser leur travail, elles veulent la mécanisation de leur activité, elles veulent avoir accès au marché, elles veulent comprendre, connaître la petite transformation pour réduire les pertes post-récolte. Mais elles ont confiance, mais elles sont déjà très reconnaissantes pour le FAFSI. Des femmes sont dans des ménages, elles sont reconnaissantes pour les filets socioproductifs. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente, 37 500 francs CFA en campagne pour 3 mois. Mais c'est beaucoup. Elles le disent. Elles disent merci. Dites merci au président. On a reçu et on continue de recevoir nos 37 500. Ça, c'est inédit. Depuis 2017, c'est au moins plus de 400 000 familles qui profitent de cela. Elles nous le disent et elles veulent aller à échelle. Et le président est très attentif à ces assises. Et elles ont intitulé le livre parce que nous avons analysé avec les préfets, avec les directeurs régionaux. Nous avons regardé pour les 7 districts tous leurs besoins et on s'est rendu compte qu'il y en a qui sont réalisables à court terme et à long terme. Mais elles nous demandent, dites nos préoccupations au président. Court ou long terme, nous voulons qu'il le fasse pour nous. Parce qu'il a fait beaucoup en 14 ans, et c'est en 13 ans, et c'est à lui que nous avons confiance. Et dans l'élément que vous avez entendu tout de suite, le livre s'intitule « Femmes 2030 ». Merci, Madame le ministre. On va maintenant suivre un autre reportage. Je profite pour rappeler aux téléspectateurs que vous pouvez scanner le code QR qui s'affiche au bas de votre écran et ensuite poser votre question. Et le téléphone est aussi ouvert. Régis Kofi vous attend de l'autre côté. Madame le ministre, en 2023, rien qu'en 2023, en une seule année, près de 9000 cas de VBG ont été déclarés en Côte d'Ivoire selon le Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre. Comment on en arrive à un chiffre aussi monstrueux en dépit des actions menées sur le terrain par vous, par le gouvernement? C'est la question que s'est posée notre reporter. On va suivre maintenant. Ces pas sont ceux d'une survivante des violences basées sur le genre. Yvette, nom d'emprunt, a été victime de viol à l'âge de 2 ans. Son bourreau, âgé de 32 ans, l'avait laissée pour morte. Les faits se sont déroulés à Laoua-Bolia, village du département de Saïwa. C'était en décembre. Le 17 décembre, un vendredi, j'étais couché dans la maison. Il y avait fini. Il y a une femme qui est venue taper à ma porte vers les 5 heures. Elle dit qu'elle veut piment avec poisson sec. Donc je suis sortie dans la maison pour venir servir la dame. C'est comme ça que je suis rentrée dans la maison, mais je n'ai pas vu ma fille. Donc moi je me suis dit que c'est quand je suis sortie pour venir servir le poisson, c'est là elle m'a suivi. C'était vers les 5 heures. Je suis venue, je ne l'ai pas vue au dehors ici. Je dis, où Rito est rentré? Où est Rito? Donc je suis partie dans la cour où se trouve le funérail. Je me suis dit que c'est là-bas, elle s'est dirigée. Je suis partie, j'ai commencé à demander à mes belles-sœurs, vous n'avez pas vu l'enfant? Elles-mêmes ont commencé à courir pour dire que, à 5 heures là, j'ai commencé à crier, Rito! Je suis venue, elle était nue, ils sont venus la déposer en bas des paliers, mon frère. Mon enfant était nu. Quand je l'ai vu, sans sauter sur elle comme ça. Au secours, mon frère. Tu ne peux pas voir mon enfant. Tout lui était gâté. 2 ans après ce drame, incompréhension, inquiétude et colère habitent toujours parents et entourage de la victime. Ça m'a dépassé. Quand un problème se passe, quelque temps après, tu oublies un peu. Sinon... La fillette est aujourd'hui âgée de 4 ans. Elle est saine et sauve grâce à l'intervention du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Yvette a bénéficié de 3 opérations chirurgicales, toutes prises en charge par l'État.
Dans l'opération, l'État a dépensé 1 500 000 francs. L'État m'a aidé, mais je leur demande d'accord de m'aider parce que l'enfant souffre à présent. L'enfant souffre. Mais je ne sais pas quoi faire parce que financièrement, je suis à plat. La localité d'Aféry a aussi vécu l'horreur un 17 mars 2023 aux environs de 20 h. Nadège, 41 ans, mère d'un enfant, a été tailladée par son conjoint. Je vivais pendant 15 années avec ce dernier. Et en retour, un bon matin, il y avait une veillée à côté de nous. J'ai fait marcher, j'ai préparé. Le soir, aux environs de 20 h, il a fini de manger et il m'a appelé, il dit Nadège, viens nous donc causer. Arrivé là-bas, et il m'a appelé par mon nom Nadège. J'ai répondu, il dit ah, aujourd'hui ta vie est finie. Je pensais que c'était un bois qui voulait me frapper avec. Donc dès qu'il a soulevé, je dis je vais prendre ma main gauche pour attraper le bois. Donc dès que j'ai pris ma main pour attraper, ça a coupé ma main. Donc deuxième, il a envoyé la machette encore, ça a pris au niveau de mes aisselles. Il a soulevé même main là, puisque je ne savais pas que ma main était coupée. Et la troisième, il a macheté sur ma cuisse. Et il a pris la quatrième, ça venait au niveau de mon cou. Il dit, ah, il prend ma main droite pour me défendre encore. Et ça a coupé ma main droite. 6 mois auparavant, son conjoint avait menacé à plusieurs reprises de lui couper les mains. Des menaces qu'il finira par mettre en exécution. Il a gâché ma vie, je ne suis plus comme avant. Avant, je travaille. J'ai une fille, j'ai un petit-fils. C'est moi qui m'occupe d'eux. Moi-même, pour faire mes besoins, j'ai des problèmes. Aujourd'hui, la jeune dame et ses parents demandent de l'aide pour l'acquisition d'une prothèse et l'arrestation de son bourreau. Je demande pardon à la première dame et son Excellence, M. Alassane Ouattara. Je leur demande pardon. Ils n'ont qu'à m'aider. Actuellement, ce que nous demandons à l'État, c'est qu'elle puisse vivre aisément. Et puis, dans le contexte de son conjoint, nous sommes tous en danger parce qu'il menace toujours. En 2023, 8862 cas de VBG ont été déclarés et traités en Côte d'Ivoire. Madame le ministre, ça fait froid dans le dos. Les VBG, une réalité cruelle en Côte d'Ivoire. C'est très émouvant. Mais, M. Diaby, ce que je peux vous dire, personnellement, je reste impitoyable sur les cas de pédophilie, de violences faites aux enfants. Cette petite fille, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises. On continue de s'occuper d'elle, on assiste à la famille. Je reste impitoyable parce que les enfants, c'est l'avenir de notre pays. Et ça, c'est inacceptable. En ce qui concerne les femmes adultes, c'est inacceptable de violer une femme. C'est inacceptable de vouloir d'une femme quand elle refuse de vous. C'est inacceptable de mutiler une femme. Il n'y a pas de droit de l'homme quand une petite fille est mariée de force. Il n'y a pas de droit de l'homme quand on est dénié de ses ressources parce qu'on est une femme. Il n'y a pas de droit de l'homme quand on est sujet de tout genre de victimes sexistes et sexuelles. C'est inacceptable. C'est non en Côte d'Ivoire et c'est puni par la loi. Le Code pénal, en 39 articles, condamne. Et aujourd'hui, encore une fois, le gouvernement, ces dernières années, a travaillé, pendant ces 13 ans, à durcir le Code pénal en ce qui concerne ces actes odieux et criminels. Et les mutilations génitales aussi sont vraiment punies par la loi. Et aujourd'hui, on entend... Fait-on du trafic de clitoris en Côte d'Ivoire, Madame le ministre? C'est une question assez triste. Il y a eu ce genre de trafic auparavant. Alors, il y a un élément qui circule, qui est
D'un confrère de, voilà, de l'AFP. De l'AFP. Effectivement, c'est une... Je suis venu avec le rapport. C'est une analyse situationnelle des mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire qui a été demandée en 2018 par l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de tutelle. Et à cette étude, nous avons, à cette analyse, nous avons associé plusieurs organes, l'UNFPA, ONU Femmes, des ONG telles que AVI, Jiggy Foundation, pour nous aider à faire cette étude. Et pendant 2 ans. Donc ce rapport, cette analyse nous donne la situation de 2019 et de 2020, c'est-à-dire 2 ans. Le rapport a été publié en janvier 2021. Mais le document de l'AFP, lui, est tout récent, Madame la ministre. Alors, loin de 2020. Alors, il a été tiré de ce rapport. Voilà, tout ce qui est écrit fait partie de ce rapport. Alors, comme ce n'est pas que l'État et qu'il y a les organismes des Nations Unies et des grandes fondations telles que la Fondation Jiggy, connue pour sa lutte contre ce fléau qui est la mutilation génitale, les résultats et les recommandations de l'analyse ont été publiés en janvier 2021. Alors, à partir de là, à partir de cette publication, l'État a orienté une nouvelle feuille de route. Parce qu'après cette analyse, les zones ciblées, il y a effectivement le Bafing, le Denguélé et la région du Tongpi. Et vous pouvez voir que de 2021 à ce jour, nous avons mené des actions considérables de sensibilisation dans ces zones. Donc ce trafic n'existe plus? Normalement, il ne devrait plus exister. Mais nous voudrons lancer un appel aux familles, aux populations ivoiriennes, d'appeler, de signaler chaque fois qu'il y a de telles actions prévues, de les signaler. Et je veux vous dire qu'après cette analyse, nous avons mené une grande campagne en 2021, après les résultats de l'analyse, et nous avons créé, une année après, la ligne 1308 pour signaler toutes les violences basées sur le genre. Vous n'allez pas me croire. Sur 100 appels, 70 sont des hommes, sont des garçons qui nous signalent de violences ou d'organisations de mutilation génitale. À cet effet, je vais vous conter une histoire. Parmi les régions que je viens de citer, il y avait aussi la région du Hambol, qui pratiquait beaucoup cette pratique l'excision. De l'excision. Et il y a l'histoire de la petite Fatime, qui a été première de classe jusqu'en classe de CM1 et qui avait 8 ans. Et après l'excision, elle est décédée par hémorragie. Le chef de village s'est engagé. Il est l'un de nos champions aujourd'hui et il travaille avec nos travailleurs sociaux, avec nos directeurs régionaux à travers tout le pays pour sensibiliser. Aujourd'hui, ce village est 0 excision, mais cette région du Hambol s'est améliorée par rapport aux 3 autres. Donc, on voudrait vraiment lancer cet appel aux hommes, aux garçons, à nos frères, à nos pères, à nos conjoints, de signaler chaque fois qu'il y a ce genre d'activité qui est la mutilation génitale, qui est condamnée par la loi en Côte d'Ivoire. Si les victimes arrivaient à perdre la vie ou à être neutralisées pour une raison ou une autre qui relate de l'excision, vous pouvez risquer la prison à vie. Et comment sont prises en charge les victimes de violences de tout genre, violences sexuelles, comment elles sont prises en charge? Alors, il faut noter, tout à l'heure, vous avez donné un chiffre de 8 000 et quelques, pratiquement 9 000 cas de victimes de violences basées sur le genre, mais ce sont des victimes prises en charge par l'État de Côte d'Ivoire à travers le numéro vert. En 2011, il n'y avait que 938 victimes prises en charge par l'État. Et là, aujourd'hui... C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y avait moins de victimes? Il n'y avait pas de repères, premièrement. Au niveau, il n'y avait pas moins de victimes, il n'y avait pas de repères parce qu'on ne savait pas vers qui aller pour signaler. On a aujourd'hui le numéro vert. Il y a eu l'installation de 88 plateformes
de lutte contre les VBG sur l'étendue du territoire. Et l'innovation à noter, c'est l'existence de bureaux genre dans tous les commissariats et dans tous les bureaux de gendarmerie sur l'étendue du territoire. Donc aujourd'hui, les victimes s'expriment, elles sont libres, elles parlent. Et il faut noter aussi que la loi, quand elle s'est durcie en ce qui concerne les auteurs, elle a aussi donné des avantages aux victimes qui peuvent aujourd'hui aller dans tous les postes de police et de gendarmerie et faire leur déposition. Et vous les prenez en charge comment? Alors, elles sont prises en charge immédiatement par le policier judiciaire. S'il estime que son état de santé nécessite une prise en charge, elle est prise en charge directement au lieu de la déposition. Et après ça, l'information est rapportée au ministère de tutelle et nous avons quelques centres. À Abidjan et à Tchékoubé, nous avons le centre Paveos et nous avons des centres privés qui reçoivent ces victimes. Alors, je vous ai dit, quand il s'agit de la première dame, ça peut paraître ce que les gens peuvent penser, mais elle est vraiment très engagée. Moi, je voudrais encore lui dire merci, et très sincèrement, pour cette innovation dans l'histoire aussi de notre jeune nation, de l'ouverture très bientôt, dans le mois d'octobre, d'un centre d'accueil de victimes de violences basées sur le genre, avec une capacité de réception de 100 lits, c'est-à-dire les victimes et leurs enfants. Il existe 2 centres de ce genre sur le continent. Au Zimbabwe et en Côte d'Ivoire, ils ont la même capacité de réception. Donc, nous sommes encore numéro 1. Madame le ministre, ça, c'est après que le mal a été commis, les prises en charge. Qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que le ministère fait, justement, pour prévenir les violences sur les femmes, sur les filles? La ligne de signalement, la sensibilisation accrue, à travers nos institutions d'éducation et de formation féminine, c'est chaque année 40 000. 40 000 ménages touchés en sensibilisation à travers les IFEF contre les violences basées sur le genre. Et ça donne des résultats. Ça veut dire qu'on passe de 900 personnes qui dénonçaient en 13 années à pratiquement 8 000 et quelques, 9 000 personnes qui dénoncent. Et ce qu'il faut retenir, les femmes ont de la voix ces 13 dernières années. Madame le ministre, je voudrais revenir sur 2 cas concernant les VBG. Les statistiques montrent que la plupart des cas relèvent un peu du partenaire ou du mari. Et dans ce cas, comment vous adressez la question? Et puis ensuite, il y a la problématique de certaines femmes, à cause des pesanteurs sociales, du regard très pesant de la société, préfèrent se taire et souffrir en silence. Et il y a beaucoup de règlements à l'amiable aussi. Aujourd'hui, vous êtes sur le plateau, certaines sans doute vous regardent. Est-ce que vous avez un message à leur donner? Ces femmes qui souffrent en silence, qui n'osent pas se confier. Vous savez, peut-être qu'on aura un élément qui va couvrir une de nos sensibilisations sur le terrain. Nous nous exprimons à ces femmes, nous parlons à ces femmes, nous leur montrons la loi qui est en leur faveur. Nous leur faisons comprendre que c'est leur temps et qu'elles ne devraient pas accepter parce que, humainement parlant, ça ne peut pas être accepté. Que la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara est un pays où le droit de l'homme est respecté aujourd'hui. Nous sommes une grande nation, on les sensibilise. Mais, comme vous le dites, la pesanteur culturelle, les communautés, et aujourd'hui, nous avons une autre cible. C'est les chefs religieux et traditionnels. Nous en avons formé 1800 en 13 ans sur l'étendue du territoire. Et à la prochaine session de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, nous allons leur demander un passage pour continuer la sensibilisation. Mais je voudrais dire à ces femmes de parler. Aucune femme ne mérite de mourir en silence. Et dire que quand on accepte cela dans certaines sociétés, vous allez avoir des enfants valeureux. Vous ne pouvez pas avoir d'enfants valeureux si vous êtes démunis de toute capacité de leur donner de l'amour, que vous n'avez aucune estime pour vous. Comment vous allez leur apprendre l'estime de soi à eux? Et ceux-là, ils sont l'avenir de notre pays demain. Donc j'aimerais dire à mes sœurs que l'État travaille pour elles. Nous sommes là pour les écouter, pour les soutenir. Elles sont
propriétaires d'elles-mêmes, elles respectent la loi. Aucun homme n'est propriétaire du corps d'une femme ou de son esprit. Et même l'une des graves violences, c'est celle qui est psychologique. Et nous avons beaucoup de cas de dépression et des femmes qui ne s'apprécient pas. Je voudrais leur dire de s'apprécier. Je voudrais leur dire que le moment est propice et opportun pour elles. Elles peuvent apprendre même si elles n'ont pas pu aller à l'école. Elles ont accès au crédit à travers plusieurs fonds. Elles ont besoin d'être autonomes. Elles ont besoin de profiter de cette Côte d'Ivoire autonome, cette Côte d'Ivoire prospère que le président a D'accord. Madame le ministre, nous allons prendre les questions des téléspectateurs. Il y en a 2 ici sur ma tablette. Il y a Rama qui dit est-ce que vous pouvez nous donner une estimation des cas de condamnation de personnes qui auraient violenté des femmes, voilà. Et puis Fleming nous dit quels sont les grands défis restants à relever par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en matière d'épanouissement de la femme, de la famille et de l'enfant. D'accord. Alors, en ce qui concerne les auteurs, il y a des tests réglementaires qui existent. Les victimes doivent porter plainte. Vous avez parlé tout à l'heure des règlements à l'amiable. Et nous avons des cas où les victimes, dès le début, veulent porter plainte, mais il y a de la pression. Mais aujourd'hui, à travers les centres socio-éducatifs qui existent partout, à travers nos IFEF, aujourd'hui, nous avons des travailleurs sociaux vers qui elles peuvent partir pour leur expliquer leurs droits et leur dire qu'elles peuvent être protégées et qu'elles peuvent changer de vie. Et pour les auteurs, tant que la plainte n'est pas portée, nous sommes démunis de toute puissance, de tout pouvoir de les poursuivre. Il faut qu'elles portent plainte parce que c'est ça aussi un état de droit. Et en 13 années, le président de la République a travaillé à installer des institutions solides, des fondations fortes. À travers nos institutions, il faut leur faire confiance. Vos grands défis, Madame le ministre? Alors, les grands défis, c'est de continuer ce qu'on est en train de faire. Les grands défis, c'est d'avoir plus de femmes dans différents secteurs. Nos défis, c'est de mieux protéger les femmes. Elles sont protégées, mais nous pouvons faire mieux. Notre défi, c'est que dans toutes les campagnes de Côte d'Ivoire aujourd'hui, les femmes du monde rural soient alphabétisées, que la pénibilité de leur travail soit réduite et que leur rémunération soit meilleure. Et que les femmes de Côte d'Ivoire et les filles de Côte d'Ivoire aient confiance en elles-mêmes et qu'elles se disent qu'elles peuvent tout faire aujourd'hui. Les conditions sont réunies et comme dans le jargon des jeunes, elles se disent qu'elles peuvent créer quelque chose dans tous les domaines. D'accord. On va prendre les questions qui nous sont parvenues par téléphone. Régis Kofi, si vous nous entendez, vous pouvez nous en donner quelques-unes, 2, 3 questions rapidement, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous. Madame la ministre, je pose la question telle que reçue par M. Goulet-Roland, qui nous appelle de Boundiali. Quels sont les grands pas qui seront posés entre 2025 et 2030 pour changer la condition des femmes en Côte d'Ivoire? On en vient à la question de Mme Kwasi Akokodi. Que fait le ministère face à la prostitution en ligne pratiquée par des jeunes filles, souvent des mineurs, qui se retrouvent dans des résidences meublées? Mademoiselle Traoré Aïcha qui souhaiterait savoir comment l'État s'occupe de ces personnes victimes de VBG. Est-ce pour une période bien déterminée ou pour toute la vie? Et puis, on atterrit avec la question de M. Kakou, qui est à Tiapoum. La ministre a évoqué l'accouchement gratuit. Il souhaiterait savoir à quelle étape parle-t-on d'accouchement gratuit. C'est aussi la préoccupation de M. Foufana Aruna, qui nous appelle de Dieukoui. C'est tout. Madame le ministre, 4 questions pour vous. Merci. Vous avez 2 minutes pour y répondre. Eh bien, dis donc, 2025-2030, nous avons donné la parole aux femmes à travers les consultations régionales. Et nous allons compiler tout ce que les femmes désirent en un livre blanc qui s'intitule 2025-2030. Et nous voulons écouter les femmes. Et je peux vous dire que le président est très attentif à ces assises parce qu'il sait le poids des femmes dans le dynamisme de notre économique.
il connaît leurs responsabilités au niveau des ménages et des communautés. Donc, ce qui va être fait pour les femmes sera décidé par les femmes à court terme et à long terme à travers ce livre blanc. Alors, en ce qui concerne les enfants, la prostitution en ligne, mais ça tombe bien, il y a un test, une communication en Conseil de ministres qui a été soumis aujourd'hui même dans la révision du programme national de la protection de l'enfant depuis 2012 pour l'adapter aux vulnérabilités d'aujourd'hui, dont la vulnérabilité au niveau du digital en ligne et avec l'environnement d'aujourd'hui et le terrorisme et le djihadisme. Donc, il y a d'autres éléments qui sont ajoutés, qui sont pris en compte maintenant dans la politique nationale de l'enfant. Et nous allons la mettre en œuvre dès que c'est fait avec les bailleurs. Ça sera un projet sur 5 ans qui sera financé à hauteur de, je pense, 27 milliards de francs CFA pour vraiment protéger les enfants au niveau du digital, au niveau de l'enrôlement dans les groupes terroristes et ainsi de suite. Ensuite, pendant combien de temps vous vous occupez des victimes de VBG? Alors, on a le temps qu'ils puissent se retrouver parce que la prise en charge est holistique. Et le côté, ils ont connu des blessures physiques comme la dame, mais elle a aussi besoin de prise en charge psychologique. Donc, il y a des travailleurs sociaux, il y a des psychologues qui les suivent jusqu'à ce que nous nous rassurons que les victimes sont prêtes à être insérées. Et quand ils sont insérés, il y a une période de suivi. Et au fur et à mesure, il y a de façon périodique, dans la base de données, nous prenons de leurs nouvelles pour voir comment ils se réinsèrent. Donc, il n'y a pas un moment déterminé, précis. Dernière question, alors, comment bénéficier? Voilà. L'accouchement, la gratuité. La gratuité de l'accouchement et de la santé pour les enfants de 0 à 5 ans. Dans tous les centres de santé, une femme enceinte a le droit d'être prise en charge par l'hôpital pour donner la vie de façon gratuite. C'est la loi. Et les enfants de 0 à 5 ans, c'est aussi la loi. Et alors, on entend souvent qu'il y a des femmes qui ont des difficultés et nous voudrions que ceux qui se heurtent à des difficultés à travers le système sanitaire le reportent à la 1308, qui est la ligne destinée aux femmes victimes de violences. Et surtout, quand elles doivent donner la vie, c'est encore plus urgent et plus important pour nous. Et ça m'amène à vous poser la question, Madame le ministre. Qu'est-ce qui explique qu'entre 2020 et 2022, le taux de mortalité en couche était élevé, beaucoup élevé? Alors, en 2020 et 2022, ça peut s'expliquer. Ces 2 années qui ont été des années difficiles au niveau mondial. Nous avons connu 2 crises, la pandémie de la Covid-19 qui a joué sur l'économie et qui s'est résumé par un confinement de longue durée. Et je pense qu'avec le stress, le traumatisme et l'incapacité, souvent dans certains cas, quand elles sont dans les campagnes, d'aller vers ces centres de santé primaires à leur proximité, peut être une des raisons. Et vous avez aussi constaté que l'acheminement du vivrier était vraiment un problème parce que la nutrition joue un rôle important dans la santé de la mère et de l'enfant et ça détermine aussi la possibilité de ne pas tenir à cette période-là. Aussi, on a eu la crise russo-ukrainienne qui a vu la flambée des prix des céréales. Et vous savez, quand on dit céréales, ce sont les femmes dans nos marchés partout. Et la crise n'est pas terminée, elle se poursuit, Madame le ministre, et pourtant? Ben oui, mais quand une crise survient, l'État prend des dispositions. Et aujourd'hui, l'État est armé à affronter cela. Et vous voyez que, je pense, le taux s'est beaucoup amélioré après 2022. D'accord. On va terminer sur ça. Le Conseil national de la femme, c'est l'un des projets phares de votre département. Qu'est-ce que c'est et puis quel sera son rôle lorsqu'il sera mis sur pied? Alors, le Conseil national de la femme est une des résultantes des Assises nationales des femmes. Et nous espérons pouvoir l'installer d'ici la fin de cette année. Et ce Conseil aura le rôle de porter les préoccupations de la femme de façon régulière. Donc, après l'installation du Conseil, on n'aura plus besoin d'assises.
on aura le conseil qui va se réunir en programmation accordée avec toutes les instances y afférentes pour porter de façon périodique et régulière les préoccupations des femmes au niveau de l'exécutif. Comment se fera le choix de ses membres? Alors, on est en train de travailler là-dessus et je ne voudrais pas trahir de secret. Le document va être finalisé dans quelques semaines et nous espérons le lancer d'ici la fin de l'année. Et les assises dont vous parlez, c'est prévu se tenir dans 14 districts. Vous en avez déjà fait la moitié. Voilà. On s'en va maintenant, Madame le ministre, pour la deuxième partie de notre émission consacrée à la situation de la famille en Côte d'Ivoire. Quels sont les programmes du ministère pour améliorer le quotidien des familles? Quels sont ces programmes, mais surtout, pour quel impact réel? Élément de réponse dans ce sujet signé Ahmed Traoré de la direction des magazines d'information. Cynthia Ouassa Doué est commerçante et mère de 5 enfants. Elle habite à Alakro, quartier de la commune de Cocody. Cette dame avait du mal à gérer sa colère, cause de fréquentes disputes avec les membres de sa famille. Ces crises de colère, résultat de rancœur endurées pendant plusieurs années, aboutissaient à des violences. Je vis dans un foyer. Aujourd'hui, il me fait 15 ans que je vis dans ce foyer-là. Mais je n'ai jamais eu la joie en tant que telle. Parce que toujours dans ce foyer-là, c'était des histoires. Dans une cour où on habitait plusieurs personnes, mais toujours, c'était à moi, ma porte, qu'il y avait des histoires. C'était à moi, ma porte, qu'il y avait des mamites qui lançaient, un peu tout. C'était pas facile. Toujours, c'était des pleurs, toujours, c'était les pleurs, toujours triste parmi mes camarades. L'appui du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a produit des résultats positifs pour Cynthia Doué. Elle ne montre aucune empathie pour les autres personnes. Mieux, elle se réjouit d'être à nouveau mère d'une petite fille de 7 mois. Au sein de mon quartier, on a le centre social qui travaille beaucoup avec nous, le centre social de Cocody. C'est comme ça qu'on a eu une formation au sein du centre social. Là. On m'a dit, lorsque un enfant te naît, il te fait quelque chose qui te fait mal ou tu dois le battre, essaie d'inspirer et aspirer. Quand j'étais en face de cette situation-là, c'est comme ça que je m'éteignais avec mes enfants. Donc les enfants même ont vu que maman ne nous frappait plus. Quand parle, quand je prends ma position nette, je commence à rire et je les laisse. Nous sommes à Koumassi, au quartier Campement. Ici, nous rencontrons Paulette Saboulou. Elle est présidente d'association de femmes. Paulette Saboulou et ses membres ont bénéficié de formations leur permettant de sortir plusieurs de leurs enfants du phénomène de la drogue. Ici, il y avait une famille, un couple, leur fils qui était vraiment drogué. Et c'était vraiment difficile pour eux. Toujours la maman pleurait. Mais aujourd'hui, nous, après la formation, on s'est mis en groupe. On n'a pas là à ce dernier jusqu'à aujourd'hui. L'enfant est rentré au village. Il a tout maudit. Il saigne aujourd'hui les EVA où il est pris lui-même. Il se prend lui-même en charge maintenant. Il a son argent, il travaille, ça va. Il est quitté dans la drogue. Elles ont également créé des activités génératrices de revenus, ce qui leur permet de maintenir un climat de paix dans les foyers. On a plus fait 3 ou 4 formations qui nous ont permis d'être autonomes. Sinon, avant, dans les quartiers, c'était des tontines. Et les tontines, si l'autre ne paye pas, c'est palable. Juste ça, il se retrouve au 20e. Donc, depuis qu'on a appris, on est parti après la formation. Aujourd'hui, on a créé des AVEC. Et chaque AVEC contient 30 femmes. Et on a 42 AVEC. On a fédéré, on a fait une fédération de tous ces AVEC et je dis aujourd'hui une association. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant soutient la protection des droits des femmes. Les familles rencontrées remercient l'État de Côte d'Ivoire pour son action en leur faveur. Merci beaucoup, Ahmed Traoré. Madame le ministre, quelles sont, on a vu l'élément, quelques actions que vous menez, mais dites-nous globalement, quelles sont les actions que votre département mène depuis pour la promotion des familles en Côte d'Ivoire? Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, quand une femme est écoutée, quand une femme est soutenue dans son activité, qu'elle est armée intellectuellement, financièrement, ça réjaillit sur la famille. Alors, la politique sur la famille existe. Nous avons une commission nationale de la famille où vous avez 14 ministères sectoriels
qui siègent et des institutions telles que l'Assemblée, le Sénat et j'en passe, qui siègent dans ce conseil-là. Et on se réunit régulièrement. C'est quoi ces missions, le Conseil national de la famille? C'est de remonter les difficultés des familles au niveau de l'exécutif et dans les régions. Parce qu'avec, vous pouvez imaginer le changement climatique, les besoins au niveau de l'agriculture et j'en passe, les problèmes des grossesses en milieu scolaire, les jeunes filles dans les familles, les jeunes garçons à la puberté qui s'adonnent à l'utilisation des psychotropes, les violences familiales. Donc cette commission remonte vraiment la situation dans chaque région avec des indices qui nous permettent de mieux orienter notre politique pour lutter contre ces fléaux qui déstabilisent les familles. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Et hormis ça, après ces remontées, ça nous permet, comme je dis, d'identifier les besoins. Et les familles les plus vulnérables sont assistées par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de façon ponctuelle, en appui de vivre et non-vivre. Ce sont 40 000 familles qui sont touchées par an à travers nos différentes directions. La direction en charge de la famille, c'est de la protection des enfants malades du VIH-Sida, PNOV, la direction du PPAV, la direction de la protection de l'enfant, la direction de l'autonomisation de la femme. Donc, de façon transversale, les familles sont touchées. Mais la meilleure des choses, j'en ai parlé tout à l'heure, ce sont les familles les plus modestes qui reçoivent, qui sont bénéficiaires des filets sociaux productifs. Donc, nous avons une base de données que nous partageons avec les autres ministères en charge du capital humain pour pouvoir croiser nos actions et satisfaire les familles ivoiriennes. On note aussi l'adoption en 2023, je crois que c'était dans le mois de février 2023, du décret sur les familles d'accueil. C'est quoi une famille d'accueil? Alors, en 2023, nous avons eu une présence accrue des enfants en situation de rue. Donc, il y a un programme d'urgence de retrait des enfants en situation de rue d'Abidjan. Et à travers nos numéros, la 116 pour les enfants, nous avons vu beaucoup de familles volontaires. Donc, nous avons mené le plaidoyer auprès du gouvernement et ça a eu l'assentiment du premier des Ivoiriens qui, par décret, on a défini, en collaboration avec le garde des Sceaux, l'établissement de ces familles d'accueil. Alors, ces familles d'accueil existent. En ce moment, nous en avons profilé autour de 400 qui sont en attente parce que c'est un décret récent et nous sommes en train d'étudier les modules de formation de ces familles et le ministère est en train de mener des enquêtes. Donc, sur 8 mois, nous allons mener des enquêtes pour nous assurer de la possibilité de ces familles-là et l'intention de ces familles de recevoir des enfants. Mais entre-temps, tous ces enfants retirés de la rue, nous avons réussi à réunifier le maximum avec leur famille à travers des programmes comme celui que vous avez vu. Le second programme, c'est le Strong Family, où nous assistons les familles sur la durée nécessaire pour les réunir. Mais dans certains cas, ce sont des orphelins ou ce sont des familles monoparentales où le parent physiquement est réduit. Alors, il y a des familles d'accueil qui sont prêtes et je suis convaincue. Et jusqu'où va l'engagement, la responsabilité de ces familles-là vis-à-vis de leurs protégés? Alors, ils ont les mêmes responsabilités qu'ils ont envers leurs propres enfants. Premièrement, vous ne pouvez pas recevoir un certain nombre d'enfants si vous avez déjà des enfants. Donc, on capitalise que dans une famille normale ivoirienne, avec un père et une maman, ils peuvent s'occuper de 6 enfants. Si vous avez 3, vous pouvez en recevoir 3. Mais l'enquête est diligentée de telle sorte que, avec les voisins, la communauté, les services du ministère de l'Intérieur, de la Défense aussi, il y a vraiment une enquête très minutieuse qui est faite sur les parents pour s'assurer qu'ils aiment ces enfants et que les enfants ne vont pas être subis qu'ils peuvent assumer leur rôle de parents. Leur rôle et qu'ils ne vont pas subir d'autres pires formes de violence. Donc, c'est pour ça que nous sommes très attentifs sur l'étude et je pense qu'à partir de janvier, les enfants vont commencer à être placés en famille. Justement, pour ces enfants-là, est-ce qu'il y aura un mécanisme de suivi pour s'assurer qu'une fois que ces enfants
sont récupérés par ces familles, que vraiment ces familles s'occupent effectivement de leur resocialisation. Ensuite, vous avez parlé, vous avez effectué des maraudes, comme vous l'avez dit. Vous avez sorti au total 552 enfants des rues. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un suivi pour savoir si certains ne sont malheureusement pas retournés dans leur travail? Vous savez, c'est l'une de mes fiertés et ça me donne beaucoup de satisfaction parce que certains de ces enfants sont réellement exposés, M. Sangaré. Ils sont dans les rues, ils sont exposés à la pédophilie, à la drogue, à même l'assassinat, au crime. Et ces enfants vont dans nos centres, ils sont pris en charge de façon holistique. Et vous savez que nous travaillons en collaboration avec la Croix-Bleue pour le suivi des enfants déjà en contact avec le psychotrope. Et aujourd'hui, beaucoup de ces enfants vont très bien. J'en suis fier, je garde le contact. Il y a un petit qui a été très célèbre qui ne voulait pas venir avec nous, mais aujourd'hui, il va bien. Il a retrouvé sa famille dans la région des Lacs. Il est retourné à l'école. Mais ce n'est pas le cas pour eux tous, malheureusement. On a des récidives, il y a beaucoup qui retournent dans la rue. Et on les reprend et on fait réellement ce qu'on peut. Et on est en train de redéfinir d'autres systèmes pour pouvoir les garder et peut-être aller sur une période de désintoxication plus longue pour certains. Mais la majorité arrive à s'insérer dans la famille, avec leur famille ou avec des apprenants, avec des maîtres ébénistes. Ils apprennent des métiers, des maîtres soudeurs et ils sont suivis. C'est-à-dire l'équipe de travailleurs sociaux qui les suit dès qu'ils sont dans nos centres et qu'ils retournent en famille ou chez des maîtres pour apprendre des métiers, ils sont suivis sur 2 ans pour voir s'ils sont réinsérés. Mais ils ont même eux-mêmes, en général, cette habitude de rester en contact avec les travailleurs sociaux qui deviennent vraiment partie prenante de leur famille. Il y a aussi le cas aussi de certains enfants qui sont dans le cocon familial, mais qui constituent des cas difficiles pour les parents, parce qu'ils sont addicts à la drogue. Est-ce qu'il y a une possibilité pour ces parents-là de saisir le ministère? Si oui, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, à travers la 116 encore, le numéro gratuit 116, j'exhorte les parents à appeler quand ils sont dans ce genre de situation où les enfants peuvent devenir violents, où ils peuvent quitter la maison. Ils peuvent nous le notifier. Nos services, à travers le programme de protection des adolescents et enfants vulnérables, le PPAV, nous pouvons les suivre, mais on ne peut pas suivre tous les enfants. Je me dis que les familles qui peuvent s'occuper de leurs enfants peuvent le faire. Nous aidons les plus vulnérables, nous aidons les Ivoiriens. Donc même ces familles, on peut leur recommander les psychologues avec lesquels les travailleurs sociaux qui réussissent très bien. Alors sur les 500 enfants, la majorité est réunifiée. Nous avons peut-être une centaine en apprentissage. Nous avons encore peut-être une quarantaine en centre qui sont en train d'être suivis pour les raisons énumérées plus tôt. À vous entendre, Madame le ministre, on a l'impression que les familles, les femmes, tout est mis en œuvre pour que tout le monde se porte bien. Et pourtant, l'opposition pense que non, que tout est pratiquement à faire. Bon, écoutez, ce que je peux vous dire, ça ne date pas de la préhistoire. 2011, vous et moi, savions où notre pays était. Aujourd'hui, nous voyons où notre pays est. Alors, quand on me parle de l'opposition, vous savez, les Ivoiriens, on ne peut pas rester loin de la Côte d'Ivoire et décider pour les Ivoiriens. Il faut connaître la Côte d'Ivoire. Il faut connaître les Ivoiriens. Ce n'est pas des chiffres qui déterminent. Ce que vous venez de voir à la télé, ce sont des histoires vraies. Ce sont des vies. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je vais vous dire, le point qu'on touche, moi, je ne suis pas statisticienne, mais en 12 ans, je suis sûre que la question viendra. Donc, je vous dévance. En 12 ans, en 13 ans, gagner un point en matière d'indice de développement, oui, mais il faut rappeler que de 1993 à 2010, la Côte d'Ivoire a perdu 49 points. Donc si en 12 ans on gagne un point, moi j'en suis fière et je pense qu'on peut mieux faire. Et je peux rassurer les Ivoiriens sur ça, parce que dernièrement, la Banque mondiale et le Bureau de statistiques de l'UNESCO, par les chiffres qu'ils ont déjà
ben, les chiffres vous disent tout. Le rapport sur l'indice, l'IDH de 2025 nous dira. Et le dernier rapport, ce que je peux vous dire, en tant que ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, je vois aux frontières de Côte d'Ivoire comment mes directions travaillent. Je vois nos parents, les familles, les femmes, les enfants, les hommes qui sont aux frontières chaque jour pour venir en Côte d'Ivoire, pour accéder à un mieux-être, pour accéder à l'éducation, pour avoir un meilleur revenu par mois, pour accéder à des soins de santé. Voici les éléments qui déterminent l'IDH. Donc, c'est un peu paradoxal que tous ces pays sont à nos frontières tous les jours et que nous soyons classés comme ça. Mais bon, je pense que la réalité, c'est dans le quotidien des Ivoiriens, c'est ce qu'on voit. On va en venir, Madame le ministre. Comme vous nous demandez d'en venir, on va en venir. Mais en attendant, vous dites que les gens frappent à nos portes, mais ici même, en Côte d'Ivoire, les familles, les populations, comment, selon vous, quel est leur ressenti? Qu'est-ce que les populations, comment elles vivent, comment elles voient la vie actuellement, notamment la vie chère et tout ça, leur ressenti? Qu'est-ce que vous pouvez en dire là-dessus? Les femmes avec qui je parle, les familles avec qui je parle, ont bien entendu des préoccupations. Mais ce qu'il faut retenir, aujourd'hui, elles le disent, mais avant 2011, les gens ne le disaient pas parce qu'ils n'avaient plus d'espoir. Aujourd'hui, ils ont de l'espoir, ils le disent. Mais ils le disent par rapport à quoi? Par rapport à ce qui a été réalisé en 13 ans. Ils demandent, ils sont reconnaissants de ce qui est fait. Maintenant, ils veulent aller plus vite. Ils ont confiance au gouvernement, ils ont confiance au président et ils savent qu'il a l'oreille attentive à leurs revendications. Et aujourd'hui, vous voyez tout ce qui est mis en place à travers les instituts de formation, cette possibilité, cette école de la seconde chance, les fonds pour qu'ils entreprennent, tout 350 et quelques milliards à l'emploi jeune pour des projets jeunes, le fonds d'appui des femmes de Côte d'Ivoire, les logements sociaux, la demande s'augmente parce qu'ils voient le travail d'arrache-pied qui est en train de se faire. C'est ça le sentiment des Ivoiriens. Et je peux vous dire que les Ivoiriens veulent que le président continue de travailler pour eux, d'améliorer leurs conditions de vie. D'accord. La population, la protection de l'enfant en Côte d'Ivoire, l'État en a fait une priorité également. Il y a des centres qui existent, par exemple, pour la prise en charge d'enfants vulnérables. On a souhaité faire une petite immersion dans quelques-uns de ces centres, notamment le centre d'accueil pour enfants de Soubré. Notre guide, c'est David Soyo. Centre d'accueil pour enfants de Soubré. Il est 6 heures. On se réveille. Ah où? Apprendre à faire le lit à un enfant, voilà, c'est lui apprendre demain à se prendre en charge lui-même. Cette journée, les 32 pensionnaires démarrent leurs activités par le sport, le taekwondo précisément. Je dirais que le taekwondo, quand on apprend aux enfants, est très important. Certains ont subi des actes de violence et autres. Avec le savoir qu'on lui donne, ça peut servir à l'enfant pour pouvoir se défendre. Un centre moderne d'une capacité d'accueil de 64 lits, construit par la première dame de Côte d'Ivoire. Il est opérationnel depuis juin 2018. Le centre abrite des enfants victimes, entre autres, des pires formes de travail, de maltraitance, ainsi que des orphelins. Objectif, la prise en charge holistique de ceux-ci, et cela commence par l'alimentation. Ici, l'âge des pensionnaires oscille entre 5 et 17 ans. Ils ont en commun le passé douloureux. J'étais chez mes parents là-bas, à Daloa là-bas. C'est mon oncle qui est venu me chercher, qui est devenu là à Soubré ici pour sauver son petit-fils. On est venu là sauver son fils. Sa femme, elle était méchante. On a fait du que mon oncle, elle est partie, elle a mis mes barrages dehors. Elle a pris ses enfants, ils sont partis. Moi, j'ai pris mes barrages. Il y a chargé de me promener dans la rue. Une femme m'a vu, elle m'a envoyé dans le centre ici. Ici, là, je me sens bien. Les messieurs, les mamans, tu viens nous surveiller, nous donnent tout. Sarah a 11 ans.
Cette orpheline de père est aussi victime de maltraitance, de violences physiques et privée parfois de nourriture. Elle a vécu un calvaire depuis le décès de sa grand-mère. Ma grand-mère de Célon a fait funérailles. On ne me donne pas à manger. Quand on met ma tête et puis elle fuit dans la maison. Mais c'est ici on mange. On nous donne tout, on nous donne à bien. Que si vous me donnez à bien, savon, pommade, on mange bien. Pour traiter les blessures physiques et psychologiques, plusieurs activités sont développées par le centre. Élevage, tapisserie, menuiserie, tricotage et alphabétisation. Aujourd'hui, nous allons voir les symboles. Il y a combien de symboles? Oui, ça va. Un bon poème. La coiffure et la couture occupent également les journées des pensionnaires. C'est une salle multifonction parce qu'il y a un programme qui est établi. Le lundi, coiffure homme, mercredi, coiffure dame. Tout le monde n'exerce pas en même temps dans cette salle. C'est organisé. Ensuite, nous avons la couture dame. La couture dame qui est menée par Maman Chantal. qui fait la couture dame avec les jeunes filles. Tout ça est son âge d'apprentissage. Depuis 2018, 638 adolescents ont transité par le centre d'accueil pour enfants de Soubré. Une abnégation qui a permis au centre de remporter le prix national du meilleur établissement de protection de remplacement 2024. À Abidjan, c'est la rentrée des classes au centre Amigo Doumé de Yopougon-Lokwa, une structure partenaire du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nous sommes heureux de vous accueillir pour entamer cette nouvelle année académique 2024-2025. Ce centre partenaire de l'État du Côte d'Ivoire dispose de 125 lits. Sa mission, éducation, formation et réinsertion socio-professionnelle des enfants en situation de vulnérabilité. Les apprenants sont de retour des vacances. Auparavant, ils se trouvaient dans les rues. Aujourd'hui, ils sont réconciliés avec leur famille. C'est le résultat d'un encadrement par l'apprentissage au métier. Menuiserie, ferronnerie et élevage sont les principaux métiers appris aux jeunes gens dont l'âge varie entre 14 et 20 ans. Tous sortent de la rue. La majorité a déjà touché une fois la drogue et commis quelques forfaits pour survivre. Mais chacun a son histoire. À l'atelier de menuiserie, Junior travaille sans répit. Il ponce et décape avec précision le bâton, comme s'il voulait effacer son passé. J'ai quitté ma famille parce qu'on ne gagnait pas quelque chose à manger. Donc c'est ça qui m'a fait mal de quitter la maison. J'étais dans la rue, je me promenais, je fumais. Souvent, je suis sale quand il n'y a pas d'habits à porter. Je demandais de l'argent là. Tout ça, je vois que c'est pas bon. Depuis que je suis ici, je suis bien, il y a grossi, des minces. Au nombre de 30, ces enfants en situation de rue sont surveillés, encadrés et instruits par 4 éducateurs et 7 formateurs. Leur présence dans ce centre est le fruit du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables, PPAV. Pour ceux qui sont ici, pour la plupart, ce sont les enfants que nous avons pris dans les rues, à travers une de nos activités que nous appelons maraude, afin que cet enfant-là soit ici, il soit en hébergement, il puisse être nourri. Et en plus de cela, on continue sa resocialisation et puis l'enfant apprend un métier. La réunification de la cellule familiale est un pan prépondérant de la politique développée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. De 2011 à 2024, 24 963 enfants, dont 866 filles, ont retrouvé leur famille. Madame le ministre, une question simple. Les enfants vivent-ils sans danger en Côte d'Ivoire? Nos enfants sont notre avenir. Beaucoup d'actions clés ont été menées en ce qui concerne la protection de nos enfants. Celle la plus révolutionnaire d'entre elles est celle de la loi de l'école obligatoire. En 2011, sur 9 enfants, vous avez 3 qui partaient à l'école. Aujourd'hui, nous avons 94% de taux de scolarisation sur pratiquement tous les enfants scolarisés. Le cadre de l'école permet d'abord d'éduquer les enfants. Ça leur donne le choix de leur destin. En 2014, la loi s'est encore durcie dans le code pénal en ce qui concerne la protection de l'enfant, contre toutes les pires formes de travail, d'exploitation, de traite. Et à cet effet, je voudrais
lancer un appel aux populations ivoiriennes d'appeler le numéro 116 partout où ils sont témoins ou même pas témoins, mais assument ou pensent pour que l'État puisse être là pour s'assurer de la protection de nos enfants qui sont l'avenir de notre pays. Selon les données nationales, il y a la violence qui reste une réalité quotidienne pour un grand nombre d'enfants en Côte d'Ivoire. Il y a 61% des garçons, 47% des filles qui ont subi des violences physiques, 19% des filles et 11% des garçons qui ont subi des abus sexuels pendant leur enfance. Alors, en tant que ministre de l'enfant, vos sentiments face à ces chiffres? Les chiffres se sont améliorés. Le taux de scolarisation est monté, c'est vrai, mais ça, c'est aussi une réalité. Le chiffre s'est amélioré ces 13 dernières années, mais les pourcentages existants restent élevés. Et nous travaillons à cela. C'est pour ça que nous multiplions nos campagnes de sensibilisation et à travers le programme Strong Family, qui est un programme de formation des parents à se comporter avec les enfants, à savoir comment prendre les enfants selon les différents âges. Et c'est un programme qui marche très bien. Nous le mettons en œuvre avec l'UNICEF et il fonctionne très bien. Et nous comptons multiplier ce genre de projet pour plus de sensibilisation auprès des parents en milieu rural et en milieu urbain pour leur faire comprendre que la violence n'est pas la solution. Les enfants aujourd'hui, avec l'évolution du monde, avec la globalisation, la mondialisation, ils savent tout à travers le digital, qui est une nouvelle vulnérabilité qui va être prise en charge. Il faut parler avec les enfants, il faut réduire la violence parce qu'elle ne... Quelle politique de protection de l'enfant en Côte d'Ivoire, Madame le ministre? La politique de protection de l'enfant en Côte d'Ivoire, comme je vous ai dit depuis 2012, fonctionne très bien. Elle est en train d'être revue en 2024 pour prendre en charge les autres vulnérabilités. Aujourd'hui, les enfants ont accès à l'école, ils ont accès à la santé. Le vaste programme de nutrition lancé par la présidence de la République prend en charge le bien-être des enfants. Est-ce que vous savez qu'un enfant bien nutri et mal nutri de 0 à 6 ans n'ont pas la même façon d'analyser et d'évoluer dans le monde? Et aujourd'hui, cela est pris en charge par l'État. Les enfants sont protégés et il faut que les adultes s'engagent avec l'État de Côte d'Ivoire à protéger les enfants. Sangaré? Bien, c'est bien de recueillir, Madame le ministre, les enfants dans ce centre-là pour favoriser leur resocialisation. Mais qu'est-ce qui est prévu contre justement les auteurs des violences-là qui poussent ces enfants-là dans la rue? Les auteurs des maltraitances contre les enfants. Ça, c'est ma première question. Je voulais aussi enchaîner avec une deuxième question. Dans l'élément, il est dit que les enfants sont âgés de 5 à 17 ans. À un certain moment, ils partent. À partir de quel âge ils partent et ils partent où? Alors, en ce qui concerne... la première question, c'était... Qu'est-ce qui est prévu comme sanction contre les auteurs des violences? Alors, les auteurs des violences sont punis par la loi. Dans le code pénal, la violence faite aux enfants, c'est non en Côte d'Ivoire. C'est vraiment non, avec un engagement de l'exécutif au plus haut niveau, l'engagement de la Première Dame et l'engagement du gouvernement tout entier, c'est non, c'est condamné. Et quand les auteurs sont poursuivis et que nous nous rendons compte, beaucoup sont jugés et condamnés. Je vais vous raconter cette petite histoire. Vous savez, ici à Abidjan, à Nono, il y a des enfants qui ont été victimes de violences et de violences sexuelles par leurs géniteurs, au nombre de 4. Les voisins nous ont alertés. Cette histoire, ça concerne des non-ivoiriens. La mère est ivoirienne et le père est non-ivoirien, avec son frère, l'oncle des enfants. Et les enfants étaient victimes d'abus sexuels de leur père et de leur oncle. Mais croyez-moi, nous nous sommes assurés, après la prise en charge des enfants et de la mère, à partir du moment que la déposition est faite, le ministère n'est plus impliqué. C'est le ministère de la Justice. Mais nous nous assurons
que ces enfants et les mères sont protégés. Et nous nous assurons que le processus judiciaire aille à son bout et que les auteurs soient condamnés par la loi. Et justement, cette histoire-là, il faut le dire, parmi les enfants, il y avait des petits garçons qui étaient aussi abusés sexuellement. Et ça va me faire vous poser cette question. Le phénomène Woubi, vous connaissez, Madame le ministre? Des enfants aussi sont abusés sexuellement. On parle de pédophilie. Vous savez, c'est deux choses différentes qu'il ne faut pas... La pédophilie? Voilà, non, c'est deux choses différentes. Le phénomène de Woubi, c'est l'homosexualité et la pédophilie, c'est deux choses. Là, on parle des enfants. Alors, en ce qui concerne les enfants, nous sommes impitoyables là-dessus. Comme je l'ai dit tantôt, les cas de pédophilie sont punis par la loi. Et nous sommes intransigeants là-dessus. Et tous les enfants victimes, vous avez vu la petite Ruth, elle est prise en charge, mais l'auteur, il a 32 ans, nous nous assurons qu'il purge sa peine à la prison de Gagnoa. Nous n'allons pas le laisser sortir pour abuser d'autres petites filles. Alors, il faut une coopération entre l'État et les parents. Il faut que les parents parlent. Il ne faut pas se taire. Il ne faut pas se taire, sinon on crée des monstres. Ce sont des enfants détruits qui après peuvent et en ont gros sur le cœur et dont le futur est incertain. Il faut le dire, il faut l'exprimer. Et la loi punit... Nos enfants ont donc besoin de beaucoup plus de protection. Définitivement. Et c'est ce que nous faisons. Je voulais revenir sur les enfants des centres. Tout à l'heure, je vous ai demandé, dans le reportage, il est dit qu'ils sont âgés de 5 à 17 ans. Est-ce qu'au bout de leur séjour dans ces centres, que deviennent-ils? Où vont-ils? Alors, après 17 ans, ils deviennent adultes. Ils ont 18 ans et ça nous donne le temps de les insérer, de les suivre quand ils rentrent tôt dans le centre. Mais s'ils viennent un peu plus tard, ils sont reversés au ministère de la Jeunesse, de l'Insertion et de l'Insertion dans les centres de civiques. Dans les centres civiques. Madame le ministre, on va faire un tour à Dabou. Ce n'est pas loin, on va revenir assez vite. Alors, on y va pour visiter un centre, le seul d'ailleurs en Côte d'Ivoire, qui s'occupe des enfants avec des handicaps lourds allant de l'infirmité motrice cérébrale aux troubles mentaux en passant par l'autisme et les malformations congénitales. Astou Touré, allons-y. La malformation congénitale n'est pas un obstacle à sa survie. À 5 ans, Joyce dessine ses toiles à l'aide de ses membres inférieurs. Abandonnée par ses géniteurs, elle a été admise à la pouponnière de Dabou à l'âge de 4 mois. Joyce fait partie des 104 pensionnaires ayant bénéficié du gîte et couvert. Le centre accueille des enfants atteints, entre autres, d'infirmités motrices cérébrales, de troubles mentaux, d'épilepsie, de schizophrénie, etc. Vieille de 74 ans, la pouponnière de Dabou est la plus ancienne des 4 institutions du genre qu'abrite la Côte d'Ivoire. Depuis avril 2015, elle se spécialise progressivement dans la prise en charge des enfants handicapés. Elle fonctionne 24 heures sur 24 en mode internat avec des enfants de 3 à 43 ans. Ils sont classés en fonction de leur âge et de leur pathologie. 70% de ces enfants sont atteints d'une infirmité motrice cérébrale. C'est le plus gros nombre d'enfants en situation de handicap. À côté d'eux, on a des enfants, des autistes, 2 groupes d'autistes, les autistes et des autistes avec hyperactivité. On a aussi des sourds, des muets, des aveugles, des enfants qui sont atteints de malformations congénitales comme Joyce. On a aussi des enfants atteints de microcéphalée, d'hydrocéphalée. Et à côté, on a des enfants atteints de troubles mentaux. Ici, les enfants vivent dans une ambiance familiale, loin des railleries et des pesanteurs socioculturelles. Cela avec du personnel entièrement dédié à la prise en charge psychosociale, affective, cognitive, rééducative et sanitaire pour leur épanouissement. La prise en charge, elle est pluridisciplinaire. On a la prise en charge rééducative, éducative avec les éducateurs, la prise en charge médicale, qui est confiée au service médical, la prise en charge rééducative et fonctionnelle confiée à l'équipe de kinésithérapie, et on a la prise en charge sociale, c'est-à-dire le service social qui va servir de porte d'entrée
et qui va gérer donc le volet administratif. Et à côté, on a la prise en charge maternelle qui est faite avec le personnel de substitution, qu'on appelle les mamans de substitution. Grâce à l'appui du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, la Pouponnière a été dotée d'un nouveau centre de santé entièrement équipé par une ONG partenaire. En vue d'aider à l'autonomisation des pensionnaires, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a initié un programme de formation. Tous les jours, on arrose, on fait les briques, on nettoie les champs. On est content. Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui, dès sa prise de fonction, a eu une vision, celle de pouvoir initier des activités de formation professionnelle. On a le géobéton, on a l'élevage, le maraîcher. On a à côté de cela les activités artistiques. Et les enfants sont coachés, certes par des éducateurs, mais par des professionnels qui sont au niveau du Dabo. Et à côté, on a les activités de formation professionnelle, des coachings au niveau des activités de sport. À ce jour, la Pouponnière a formé 18 personnes de 18 à 39 ans en technique d'élevage, 12 en maraîcher, 21 en fabrication de perles, 10 en art ménager, 24 enfants au jamboree. Mais beaucoup reste à faire au plan humain et matériel. Nous avons 3 éducateurs aujourd'hui pour les 104 enfants. Vous voyez que c'est insuffisant. Si je prends aussi le cas des mamans de remplacement, qui sont au nombre de 6 aujourd'hui pour tous les 104 enfants, alors il faut rehausser le personnel, aussi bien le personnel fonctionnaire que le personnel contractuel. Nous utilisons à peu près 580 kg de linge par jour à cause des baves, à cause des selles des enfants. Et là, nous avons besoin d'une machine industrielle, par exemple, pour qu'on puisse être plus rapide et plus efficace. Donc là aussi, on a des difficultés au niveau du matériel. Le matériel aussi informatique, le matériel roulant de ces enfants qui doivent se déplacer avec des fauteuils roulants tous. Rappelons que la Pouponnière de Dabo est née en 1950 avec pour objectif principal accueillir et assurer la prise en charge psychosociale, affective et psychomotrice des enfants. C'est un reportage d'Astou Touré. Madame le ministre, ça fait beaucoup de besoins pour ce seul centre. Vous avez entendu la directrice Koroto Ouattara, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qui est prévu pour améliorer les conditions de vie de ces pensionnaires? Alors, à ce jour, sur le territoire ivoirien, il existe 10 centres d'accueil et de remplacement des enfants. Mais comme celui-là, avec des malades... Comme celui-là, il y en a un. Seul, oui. Et en 4 ans, nous avons... Il en existe 10 à ce jour. En 4 ans, en 13 ans, nous en avons construit 4 autres. Le centre de Soubré que vous avez vu, le centre de Ferkessé-Dougou, le centre de Boaké et le centre d'Agoville. En 4 ans, c'est ce qui a été réalisé. Ce centre s'apprête à connaître une réhabilitation, l'ajout d'un bâtiment supplémentaire à cause du nombre d'enfants handicapés et une réhabilitation et un équipement très incessant. L'État s'en charge et c'est prévu. D'accord. Est-ce que vous prévoyez dans les années à venir construire d'autres centres? Si oui, combien? Oui, en ce moment, nous avons un centre en construction à Boaké, à Mans, qui devrait finir en 2028 sur une période quinquennale. On devrait l'inaugurer en 2028 et elle aura une capacité de 150 lits pour les enfants malades et les enfants aussi en situation de rue. Et nous allons en faire plus. On va en faire parce que le besoin est là. On en parlait d'ailleurs pour les enfants autistes, parce que là, on n'a pas d'enfants autistes. Et les enfants autistes, nous sommes en train de travailler. Et je pense qu'on a aussi un autre centre qui va dont la construction va commencer l'année prochaine à San Pedro, en 2025, sur 5 ans. Donc, qui va être inauguré en 2030 à San Pedro, mais qui aura encore une plus grande capacité que celle de Mans. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 64 ans d'indépendance, on en avait 6 et en 13 ans, nous en avons ajouté 4
parce que le besoin était là et ces centres sont toujours remplis d'enfants en difficulté. D'accord, Madame le ministre. On sait que depuis 2013 à peu près, il existe un Parlement pour les enfants. C'est quoi son rôle, ses missions? Le rôle du Parlement des enfants, c'est de les impliquer dans la vie communautaire, dans les familles, dans la vie culturelle. C'est leur apprendre à s'exprimer. Et c'est apprendre aux parents à les écouter. Donc, le Parlement fonctionne très bien. Il se réunit régulièrement. Il a pratiquement les mêmes dates que le Parlement national d'ouverture. Ils ont les mêmes dates de vacances et leurs préoccupations sont remontées. Et puis, selon les ministères sectoriels, le ministère de tutelle transfère leurs préoccupations qui sont automatiquement prises en charge. Et c'est bien ciblé, les besoins par région, par communauté. Madame le ministre, à l'entame de l'émission, vous nous invitiez à parler de l'IDH. On va donc en parler. De 2010 à 2022, le pays est passé, vous le disiez, de la 167e à la 166e. Ça fait une place de gagner en 12 ans. Vous en étiez satisfaite. Mais je voudrais vous rappeler qu'entre 2021 et 2022, la Côte d'Ivoire passe de 159e place à la 166e. Qu'est-ce qui explique cette méforme? Ce que moi je retiens de mes tournées à l'intérieur du pays, dans les contrées les plus reculées, dans les campements, dans le pays profond, ce que je retiens, c'est que la condition, le revenu des Ivoiriens a augmenté. Je retiens qu'ils ont accès à des centres de santé, il y en a eu 300 en 13 ans. Je retiens que les enfants vont à l'école. Je retiens qu'il y a des sensibilisations, des mécanismes qui sont mis en place pour garder les enfants à l'école. Voici les 4 éléments qui définissent l'IDH. Alors, donc ces chiffres, il ne faut pas trop en tenir compte. Moi, je m'en tiendrai plutôt à l'étude de 2025. Et l'UNESCO et la Banque mondiale sont des institutions fiables qui déjà prédisent par les chiffres qu'ils ont. Et je vous disais tout à l'heure, il y a un paradoxe quand même. On ne peut pas être un pays sur ces 4 indicateurs aussi mauvais et toute la sous-région est à nos frontières tous les jours pour atteindre ces 4 objectifs chez nous. Alors moi, je pense que c'est des chiffres à revoir, mais je voudrais dire qu'il faut donner, il ne faut pas montrer un côté de l'iceberg, il faut donner toute l'histoire. Ce que je voudrais dire, c'est que de 1993, et ça avec certitude, jusqu'en 2010, la Côte d'Ivoire a perdu 49 places. Ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Entre ça et perdre 7 ou 8 places et en gagner une, ça veut dire qu'il y a un travail énorme, considérable et extraordinaire qui a été fait. Une question pour terminer. Est-ce que ce classement n'est pas une sorte de défi pour le gouvernement, justement, pour appuyer, pour améliorer, renforcer le capital humain, en plus de la construction des infrastructures? Moi, je le prends positivement parce que nous sommes au travail. Le président de la République, le gouvernement au travail, les ministres sont au travail pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. C'est ça notre leitmotiv. Et c'est ça qui nous donne l'énergie quand on voit que les populations nous disent « Ah, aujourd'hui, j'ai réussi ça ». Je veux vous dire, je vous parlais des filets socioproductifs. Je voudrais féliciter ma sœur du ministère de la Solidarité. Mais je veux vous dire, je suis allée dans une région, dans le Lodjibois, pour une activité avec les femmes dans un village. Et on va terminer là-dessus. Alors moi je parle français, anglais, je suis malinké. Alors il y a une femme qui me suit, une femme âgée avec une jeune fille qui veut me parler, qui se débat, elle veut me passer un message. Alors je dis laissez-la, je demande au garde de la laisser. Et sa fille qui me dit, mémé dit merci à papa ado. Je dis d'accord, pourquoi? Elle reçoit 37 500 francs par mois. 37 500 tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Alors, je dis, j'ai été curieuse de savoir qu'est-ce que ça peut faire. Je demandais qu'est-ce que Mémé fait. Alors, Mémé a un potager, on fait des aubergines, on fait du gombo, on fait un peu d'escargot. Avec ça, on arrive pendant 3 mois, à chaque récolte, à transporter nos produits. Avant, c'était difficile de les transporter. Avec ça, on paye le nécessaire vital, l'huile, le sel et le sucre. Avec ça, elle était contente. Et quand la petite a fini de me le dire, il y avait cette joie
sur son visage, parce qu'elle m'a vu sourire, et d'insister qu'il faut passer ce message au président. Merci. Il y a une envie forte dans nos campagnes. Dans nos campagnes, il y a cette envie des populations, des femmes avec qui je parle, que le président continue de travailler pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train peut-être d'appeler à ce qu'il brigue un autre mandat, Madame le ministre, c'est cela? Il n'y a pas de difficulté à cela. Si c'est la volonté des Ivoiriens, c'est au président de le dire. D'accord. Viol, mutilation génitale féminine, mariage forcé, violence conjugale. Le gouvernement a mis en place les mécanismes de protection des femmes et des enfants, vote de loi, structure de prise en charge, campagne de sensibilisation. La Côte d'Ivoire s'engage à être un pays sûr où les femmes s'épanouissent et contribuent pleinement au développement. On dit que les enfants sont las d'être présentés comme notre avenir. Ils veulent que nous tenions nos promesses maintenant et que leur droit à être protégés de la violence soit une réalité. Et la Côte d'Ivoire est bien sur la voie. Merci encore, Madame le ministre, d'avoir pu être avec nous ce soir dans ce numéro de RTI 1. Merci à vos collaborateurs. Merci Sangaré, Yacouba Sangaré, journaliste au quotidien Le Patriote, pour avoir assuré avec moi ce soir. Merci à la belle équipe qui m'accompagne chaque fois et qui est dirigée ce soir là-haut par Mamadou Fofana. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre confiance et on se retrouve très vite pour le prochain numéro de RTI 1 reçoit avec un autre membre du gouvernement. Bonsoir.